Boker Tov, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. L'armée américaine a lancé durant la nuit une nouvelle vague d'attaques et de raids aériens contre des cibles en Iran. C'est la 12e nuit consécutive que les Américains bombardent ainsi des positions dans le pays. Le Wall Street Journal confirme que l'administration Trump se prépare à un élargissement de la confrontation. Selon certaines sources, les Américains ont acheminé au cours des derniers jours dans la région des unités spéciales, des escadrilles de bombardiers lourds et des escadrilles d'avions de chasse. L'objectif serait d'offrir au président Trump d'autres options d'attaque contre les Iraniens. De son côté, le président américain a déclaré cette nuit que son pays était en train de vaincre l'Iran. Il a également affirmé que le régime iranien ne pourra pas faire à d'autres ce qu'il a fait à son propre peuple en assassinant des dizaines de milliers de personnes. Nous les frappons très fort, ils veulent un accord, mais ils ne sont pas encore prêts à un tel accord. Bientôt, ils le seront, dit donc le président américain. À noter, l'ambassade britannique à Téhéran a décidé de faire évacuer tout son personnel et met en garde les Britanniques de se rendre actuellement en Iran. Au sein de la défense nationale en Israël, on suit bien entendu ces derniers développements avec beaucoup de vigilance. Dans la défense nationale, on envisage l'éventualité que les Iraniens lancent des missiles balistiques en direction du territoire israélien en réaction à un nouveau palier dans les attaques des Américains. Parallèlement, les Américains eux-mêmes ont décidé de prévenir Israël de leur intention d'intensifier les bombardements en Iran et même d'utiliser pour cela des bombardiers lourds. C'est la première fois que l'on parle de coordination entre les deux pays depuis la reprise des bombardements américains. Le chef du Mossad, Roman Goffman, est arrivé à Washington pour des discussions importantes avec les Américains, justement sur le dossier iranien. Durant ce séjour tenu secret, Roman Goffman a rencontré le patron de la CIA, John Ratcliffe, afin de coordonner les positions israéliennes et américaines dans le dossier iranien. Il faut rappeler que Ratcliffe est l'une des personnalités de l'administration Trump les plus sceptiques quant à la mise en application du mémorandum signé entre l'Iran et les États-Unis. Il faut souligner également que c'est la première visite aux États-Unis du chef du Mossad depuis sa prise de fonction. L'annonce d'un possible accord entre les États-Unis et l'Arabie saoudite sur la vente de technologies nucléaires civiles à Riyad a suscité hier de nombreuses réactions et d'autant plus que durant la nuit, l'annonce a été confirmée. Il y a eu une officialisation de cet accord entre Riyad et les Washington concernant la fourniture d'un programme civil nucléaire aux Saoudiens. Bien entendu, en cette période électorale, les réactions ont été très critiques en Israël. Ils proviennent essentiellement des rangs de l'opposition. L'ex-premier ministre Naftali Bennett parle de négligence stratégique grave de la part du gouvernement. Israël n'est pas autour de la table des négociations, mais sur la table des négociations, a déclaré Naftali Bennett. Quant à Avigdor Lieberman, il rappelle que cet accord entre Washington et Riyad doit être encore validé par le Congrès et il estime qu'il est encore temps de le torpiller en mobilisant les députés et sénateurs américains proches d'Israël. L'annonce du décès de Chaim Yavin, le monsieur télévision d'Israël, a provoqué de très nombreuses réactions émues. Chaim Yavin était sans aucun doute le présentateur de journal télévisé le plus célèbre d'Israël. Il a été celui qui a présenté le premier journal télévisé de l'histoire en 1968, puis celui qui a annoncé l'arrivée de la droite et de Menachem Begin au pouvoir en 1977, avant d'annoncer aussi la mort d'Yitzhak Rabin en 1995. Le président de l'État a publié un communiqué de deuil dans lequel il a rendu hommage à Chaim Yavin, le qualifiant d'un des fondateurs de la télévision israélienne. Sa voix et son visage resteront associés aux principaux chapitres de l'histoire de l'État d'Israël, a dit le président. Chaim Yavin est décédé hier à l'âge de 93 ans. Hier soir, des dizaines de milliers d'Israéliens se sont rendus devant le Kotel, le mur occidental, pour y réciter les keynotes, les lamentations de Jérémie, marquant ainsi la journée de Tisha B'Av. À l'occasion de cette journée de deuil national en Israël, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a diffusé une vidéo enregistrée dans laquelle il affirme qu'en cette journée de Tisha B'Av, nous nous souvenons de la destruction du temple, nous nous souvenons de la haine gratuite et du prix terrible que nous avons payé pour avoir laissé cette haine se propager. Au cours des 3 dernières années, ensemble,
en rassemblant nos forces, nous avons empêché la destruction du troisième temple. Et à la place d'une guerre fratricide, nous sommes redevenus des frères qui combattent côte à côte pour repousser ceux qui veulent nous détruire. Nous avons su réunir nos forces, nous avons combattu comme des lions et c'est ensemble que nous avons sauvé l'État d'Israël. Nous avons prouvé au monde que le peuple d'Israël est un peuple courageux avec une armée courageuse et même si le travail n'est pas encore terminé, je suis persuadé que nous pourrons y parvenir. Fin de citation de ce communiqué, donc de cette vidéo diffusée par le Premier ministre Benjamin Netanyahou. C'est la fin de ce premier journal d'information. Eh bien, nous sommes aujourd'hui en cette journée de Tisha B'Av avec l'adjoint au maire, le maire adjoint de Jérusalem, Rav Shmuel Marciano. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu en cette journée particulière parce que nous voulions évoquer avec vous, bien entendu, cette journée de deuil et Jérusalem, bien entendu, qui est au cœur de nos pensées aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour vous avant tout, Jérusalem, en cette journée de Tisha B'Av? Comment vous marquez cette journée? Alors, on la marque comme tout le monde, tous les Juifs dans le monde entier. Donc, une journée de deuil, une journée où on prend conscience que ce qui nous manque, ce qu'on a perdu, la destruction des deux temples. Et je pense que ceux qui ont la chance d'habiter à Jérusalem, de vivre ça de façon, plus on est proche de l'endroit, l'approche du Kotel. J'invite tous ceux qui ont la possibilité, à faire attention avec la chaleur, etc., de ne pas faire d'efforts, mais ceux qui ont la possibilité de venir au Kotel aujourd'hui, en fin de journée, faire Mincha, Arvit, vous voyez l'ensemble du peuple juif uni, puisque le Beth Amikdash a été détruit, on le sait très bien, à cause de la haine gratuite, et que la seule façon de reconstruire ce Beth Amikdash, c'est de multiplier l'amour gratuit. Donc, quand vous venez au Kotel cet après-midi, vous verrez, d'ailleurs, le maire vient chaque année, et tout le monde chante, tout le monde avec l'espoir que cet endroit-là, bientôt, on reverra le Beth Amikdash. Donc, d'être cette journée-là, à vivre à Jérusalem toute l'année, mais particulièrement ce jour-là de Tisha B'Av où tout le deuil tourne autour de Jérusalem, c'est quelque chose de spécial et j'invite tout le monde à vraiment venir et passer ces moments intenses au Kotel. Comment vous, personnellement, vous vous recueillez durant cette journée, en particulier pendant la soirée qui est vraiment le plus profond du deuil? Alors, comme tout le monde, le matin, je suis à la synagogue jusqu'à Chatzot, jusqu'à la mi-journée, puisqu'on n'a rien de rien faire. En tant que tu le sais bien, Daniel, que je suis aussi Moël. Donc, des fois, je peux avoir des brites le jour de Tisha B'Av, comme tous les jours de l'année, il n'y a aucun jour qui repousse les Brit Mila. Et si j'ai pas de Brit Mila, alors je me fais un plaisir de venir en fin de journée, vers les coups de 17h, 18h au Kotel, rencontrer l'ensemble du peuple juif, m'asseoir par terre avec eux, pleurer avec eux, se réjouir vers la fin de la journée, parce qu'on sait que vers la fin de la journée, on a le peuple juif, c'est sa force d'avoir toujours cet espoir que même quand on est dans la difficulté, qu'il y a la délivrance qui arrive, donc de chanter avec tout le peuple juif, de passer ce moment-là au côté, c'est quelque chose d'un truc. Donc quand je suis libre, alors je suis moi le premier présent avec le maire au côté avec tout le monde. Alors dans la prière de Mincha, il y a ce fameux Nachem que l'on récite et dans ce Nachem, il y a des termes qui parfois peut-être peuvent aller en contradiction avec le sentiment que l'on peut ressentir en général lorsque l'on est aujourd'hui à Jérusalem en cette période, en 2026, pendant les vacances. C'est-à-dire Nachem al Aveletzion, Ve'aïr Achareva Bezouya. On parle beaucoup de Jérusalem qui est détruite, qui est humiliée, et c'était valable vraiment pendant près de 2000 ans, pendant plus de 1900 ans. Aujourd'hui, Jérusalem est en pleine reconstruction. C'est une ville qui d'une certaine manière, est totalement en chantier. On le voit. Il ne faut pas être aveugle. Il faut vraiment ne pas être sur place pour comprendre à quel point, eh bien, Jérusalem est en construction. Jérusalem se développe. Jérusalem est aujourd'hui la plus grande ville d'Israël. Alors, comment on concilie les deux? À la fois ce deuil d'un côté et à la fois cette reconstruction que l'on vit, que l'on peut palper de notre propre main.
Alors, avec ta permission, Daniel, d'abord, je pense que l'explication simple de ce verset-là qu'on lit dans Nachem, c'est quand on dit que la ville de Jérusalem est méprisée, c'est le fait qu'il n'y a pas le Beth Amikdash. Donc, on peut avoir même des très beaux buildings, des très, très belles rues, des bâtiments exceptionnels, mais l'explication de que Jérusalem est méprisée, c'est le fait, même tant qu'on n'a pas ce Beth Amikdash, Yerushalayim restera toujours, entre guillemets, méprisé. Mais, comme tu l'as très très bien dit, d'un autre côté, et c'est ce que je dis toujours à notre chère mère Moshe Léon, quand je l'appelle veille de fête, veille de Rosh Hashanah, veille de Pessah, donc je le remercie de faire partie de ce conseil municipal, de faire partie de toutes les décisions qui sont prises à Yerushalayim et de construire Yerushalayim, de reconstruire Yerushalayim, parce que c'est ce qu'on prie 3 fois par jour, bonnet Yerushalayim. Alors il faut reconstruire avec le Beth Amikdash, mais il faut pouvoir avoir aussi des infrastructures, ça veut dire que quand le monde entier va venir en Israël, qu'il va falloir avoir, on va plus venir à Dodan comme avant. Aujourd'hui, il y a les voitures, il y a le train. Donc de préparer Jérusalem, les routes, les tramways, les bâtiments, faire venir au maximum de personnes habiter à Jérusalem, on est en train de construire Jérusalem, c'est la vraie explication, construire Jérusalem. Et moi, je pense toujours que j'ai un mérite de faire partie de ce conseil municipal, de prendre toutes les décisions pour Jérusalem. Et je suis heureux et orgueilleux de travailler avec Moshe Léon qui se donne à fond, je peux vous le dire, même si c'est pas ce qu'on voit quand on marche et qu'on tombe, ou que notre voiture s'abîme, etc. On pense pas au côté positif des travaux. Mais... Alors, je vais vous poser la question parce qu'effectivement, d'abord la question elle est claire. Il y a un plan d'action de reconstruction de Jérusalem aujourd'hui qui s'échelonne sur de nombreuses années. Et quel est-il ce plan? Parce que on a ce sentiment, mais on n'arrive pas à savoir exactement jusqu'où ça va, combien de temps ça va prendre, tous ces travaux que tous les Yerushalmim connaissent bien. Alors bien sûr qu'il y a un plan, moi je peux vous dire parce que j'ai fait partie aussi du conseil municipal de l'ancien maire de Nir Barkat, donc j'ai commencé à voir les plans que lui il avait mis en place, que Moshe Léon continue, et ceux que Moshe Léon a entamés, qui vont continuer dans le futur. Alors d'abord, il y a plusieurs plans. Il y a le plan d'abord du transport en commun, donc on sait qu'il y a déjà une tramway, donc il y a déjà une ligne qui est existante, qui a pas longtemps à continuer, donc de Pisgazé jusqu'à Neve Yaakov, de l'autre côté de Har Herzl jusqu'à l'hôpital de Hadassah Kerem, et la deuxième ligne, la verte, qui va ouvrir d'ici un mois. La deuxième ligne va ouvrir d'ici un mois et demi. Un mois et demi à la rentrée scolaire. Alors voilà, c'est ça. À la rentrée scolaire, la moitié de la ligne. Donnez-nous des informations parce que nos auditeurs, je pense qu'ils habitent ici, ils adorent Jérusalem, ils n'oseraient pas dire un mot de mal de Jérusalem, mais ils voudraient peut-être savoir combien de temps encore ils vont souffrir dans les travaux, dans les chantiers de ce tramway, de tous ces immeubles qui sont en train de se construire à l'entrée de la ville, au milieu de la ville. Combien de temps? Alors oui, ça se prend. Il y a beaucoup de temps parce que la deuxième ligne de tram, elle a commencé il y a très longtemps déjà. Ceux qui habitent Jérusalem le savent. Donc la moitié de la deuxième ligne va ouvrir d'ici la rentrée scolaire, donc en début septembre, si Dieu veut, et ensuite en mi-2027, la ligne complète sera. Et en parallèle, elle a été retardée par les guerres. Elle a été retardée. En vérité, la compagnie qui avait gagné l'appel d'offres, c'était une compagnie espagnole. Et après le 7 octobre, donc les travailleurs ne voulaient pas revenir rester en Israël, donc ça a retardé presque 1 an et demi tous les travaux. Donc la deuxième ligne, elle ouvre le 1er septembre la moitié. En mi-2027, juin à peu près, mai-juin 2027, toute la deuxième ligne, elle sera entièrement ouverte. Et la troisième et 4 lignes sont déjà en travaux. Vous pouvez le voir à Al Tapiyot, vous pouvez le voir à Bar Ilan, vous pouvez voir sur le Kvish Ramot, vous pouvez voir partout. Là, on va à Jérusalem, il y a les tramways qui se construisent. Et le but, c'est de pouvoir, après, alors il y a encore beaucoup de temps, de pouvoir se déplacer dans tout Jérusalem sans prendre sa voiture. Comme toutes les grandes capitales du monde, où on peut, alors là, à Paris, c'est sous le métro, c'est sous terre. Là, il n'y a pas de possibilité. Donc c'est à même la rue, mais le but, c'est de pouvoir pouvoir se balader à Jérusalem d'un endroit à l'autre avec des changements et s'y rendre sans devoir prendre la voiture ni les bus. Alors dans cette reconstruction de Jérusalem que l'on espère tous bien entendu et que l'on voit se concrétiser sous nos yeux, il y a des questions que l'on entend, c'est-à-dire d'abord, outre le fait de ne pas savoir combien de temps ça va prendre, il y a aussi le fait de voir que finalement chaque chantier qui est ouvert, eh bien on donne le sentiment que
ça prend beaucoup de temps, qu'il n'y a pas suffisamment d'ouvriers qui travaillent sur un chantier. Je pense être la voix de nombreux habitants de Jérusalem qui disent, voilà, on voit beaucoup de gens qui gèrent la circulation parce qu'il n'y a plus de feu, de circulation. Mais par contre, il y a très peu d'ouvriers qui sont sur le chantier lui-même. Je pose la question, par exemple, de but en blanc. Dans le quartier de Talpiot, à côté de là où j'habite, il y a effectivement une ligne de travaux qui est en train d'être préparée. Il y a des travaux qui se font. Pourquoi finalement on ne travaille que de 8h à 16h dans le meilleur des cas, et après ces chantiers sont abandonnés alors qu'ils pourraient travailler 3 fois 8. 3 fois 8, il n'y a pas d'habitation dans ce quartier, c'est un quartier industriel avec énormément de magasins. Pourquoi ne pas accélérer la procédure, ne pas on a le sentiment, c'est-à-dire que les Israéliens, les habitants de Jérusalem sont prêts à souffrir, mais en sachant que tout est fait pour résoudre ce problème le plus rapidement possible, pour construire le plus rapidement possible ces lignes de chemin de fer, ces lignes de tramway et même les habitations autour. Alors c'est une excellente question, Daniel. Je sais très très bien que tu sois le porte-parole de beaucoup d'habitants de Jérusalem. Et alors nous, on n'est pas sur le terrain, on prend les décisions au conseil municipal. Il faudrait que vous soyez sur le terrain, parce que c'est très dur d'être. C'est ce que j'allais te dire maintenant. C'est que 2 choses. D'abord, je vais le fait que tu as remonté ça maintenant, de proposer au conseil municipal de faire une visite organisée avec le maire et les conseillers municipaux sur le terrain pour voir ce que les habitants de Jérusalem nous disent et faire monter aussi au bureau restreint du maire. On a une fois par mois. Bon, là il y aura pas parce que c'est les vacances le prochain, de faire monter ça. Pourquoi vraiment on n'a pas dans l'appel à l'offre, on n'a pas proposé dans les endroits où il n'y a pas d'habitation, donc il n'y a pas de problème de bruit, de ne pas faire travailler 24 heures sur 24, comme tu l'as dit, 3 fois 8. C'est une très très bonne suggestion. Je ne sais pas s'ils l'ont pensé et que c'est pas pu se faire, ou ils l'ont pas pensé. Dans tous les cas, je m'engage devant tout le monde à le faire monter la prochaine réunion avec le maire. Et si j'ai une réponse, il a déjà pensé à ça, il a une réponse, je viendrai vous la donner. Et s'il n'y a pas une réponse, essayer de faire à partir de maintenant, pour faire gagner du temps, de faire passer à 3 fois 8, comme tu l'as dit. Alors, dans l'espoir que le Mashiach arrive dans les prochaines heures, mais s'il n'est pas là, à quoi ressemblera Jérusalem, on va dire, dans les 5 ou 10 prochaines années? Alors, Jérusalem, comme on le voit à l'entrée de la ville, tout le monde ne peut pas le rater. Il y a des immeubles de 30, 40, 50 étages qui se font construire, où il y aura beaucoup... Moshe Elon, c'est pour lui être très important de pouvoir faire d'une ville de Jérusalem une très grande ville, même si elle est déjà la plus grande ville d'Israël, mais qu'il y ait la possibilité d'être à Jérusalem, qu'elle soit ouverte vraiment à tout le monde. Ça, je peux le témoigner. Moshe Elon, il donne, il fait attention à tout le monde, il veut que Jérusalem soit une ville de tout le monde. À part des 3 religions, c'est une ville aussi que dans le peuple juif, que c'est une ville qui soit faite pour tout le monde, pour les gens qui veulent travailler dans le high-tech. Il y aura des plus grandes sociétés de high-tech qui seront installées à Jérusalem, qui ont déjà signé les contrats, qui attendent juste que les bâtiments soient construits. Il y aura le high-tech, il y aura les transports, il y aura l'habitation. Alors, je peux vous dire aussi, j'étais dans l'ancien, avec l'ancien maire, Nir Barkat, où c'est lui qui a lancé justement le high-tech, etc. C'est lui qui a lancé ce projet. Mais Moshe Léon, le maire actuel, il se bat pour pouvoir faire à peu près des 7000 habitations, nouvel appartements, 7000 par an. C'est quelque chose, c'est un record, ce qu'il y avait des fois sur un mandat entier. Aujourd'hui, Moshe le fait c'est pour ça que les constructions qu'on voit, ce n'est pas que les tramways, c'est aussi les habitations, les pinouilles-binouilles. On sait très très bien le système de pinouilles-binouilles ici à Jérusalem. Moi, j'habite dans le quartier de Kiryat Yovel, où là-bas, c'est un ancien quartier, donc il y en a, autour de chez moi, il y en a 3 qui sont en construction, donc c'est des bâtiments il y avait 20 personnes qui habitaient, aujourd'hui, il y en aura 80, etc. Donc, il gagne sur la place sur la hauteur. Donc, il veut que Jérusalem se développe. Je peux aussi annoncer que dans plusieurs contrats, il y a beaucoup d'appartements qui n'ont pas le droit d'être vendus. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que très souvent, quand on m'entend en France, etc., dire que je suis adjoint au maire, alors si tu m'obtiens un appartement à Jérusalem, je viens habiter. Oui. Les gens, ils croient qu'il y a, comme en France, le système des HLM. Oui. À Jérusalem, il n'y a aucun appartement qui appartient à la mairie. Chaque appartement, il est acheté par les Juifs du monde entier. C'est pas que les gens de Jérusalem qui achètent. Les gens du monde entier ont acheté à Jérusalem et achètent à Jérusalem. Donc, pour pouvoir faire que les prix baissent un petit peu et que les gens viennent s'installer à Jérusalem, même pour ceux qui ne peuvent pas se permettre d'acheter au début, des appartements, il y a des par exemple, je donne un exemple,
pas loin de chez moi, il y a une nouvelle construction qui s'est finie. Il y aura 20% des appartements qui nous sont interdits dans les 10 premières années d'être vendus. Ils peuvent être que loués et loués avec un contrat spécial qu'on n'a pas le droit de faire monter la location tous les ans, etc. Quelque chose pour pouvoir justement libérer un maximum d'appartements à la location et donner la possibilité à des jeunes aussi, parce qu'on sait que... Alors, je vais rebondir là-dessus. Les jeunes, c'est important, mais les Olim, c'est aussi important. Et vous êtes, il ne faut pas l'oublier, le directeur du département des Olim, le président du département des Olim au sein de la LIA et de la CLITA au sein de la mairie de Jérusalem. Alors, est-ce que ces habitations seront aussi réservées dans le cas nécessaire pour des Olim de France en particulier? Alors, pour être très honnête, j'avais suggéré justement quand on parlait de ça au conseil municipal, j'ai suggéré qu'il y ait un quota, de la même façon qu'il y a un quota pour que les locations, qu'il y ait un quota que pour les Olim. Alors, de façon très polie, etc., le maire m'a répondu, il ne peut pas faire un quota que pour des Olim, ça ne veut rien dire. Mais il m'a dit, dans ce quota-là, qui est fait que en location, etc., bien évidemment qu'on peut donner priorité à des Olim, s'arranger avec les Yazamim, les promoteurs de chaque projet, de pouvoir faire sur ces 5%, 10% pour des Olim. Et ça, c'est quelque chose que le maire accepte, et le maire, il est pour les Olim, il veut que et surtout la LIA française, il est pour, il a vu, il s'est rendu compte. Alors justement, la LIA française, il y a des Olim de France qui arrivent à Jérusalem, oui. Combien il y en a? Alors je vais vous dire, cette année, la grosse vague, elle est cette année, parce que, comme j'expliquais beaucoup de fois, en vérité, ce que le 7 octobre a fait dans la tête des gens, c'est de faire la LIA, c'était pas une LIA immédiate, parce que les gens ils se sont rendus compte qu'on fait une LIA immédiate, les chances de y retourner d'un échec est grande. Donc le 7 octobre, ça a fait prendre conscience qu'il fallait qu'on monte en Eretz Israël, qu'on fasse notre alia, mais il fallait que ce soit préparé. Donc les gens ont eu le temps. La grosse vague, c'est maintenant en 2027, en 2026. C'est maintenant qu'elle arrive. Elle est plus grande que celle de 2025 et 2024. Pourquoi? Parce que c'est les gens qui ont pris conscience le 7 octobre, mais qui ont préparé ont entendu que leur enfant termine le bac, ou qu'ils aient plus le temps d'avoir un appartement, de faire les reconnaissances de diplôme, grâce à Kalita, de pouvoir s'installer, se préparer et venir de façon prête. Ça donne plus de chance aux gens d'arriver, d'avoir une vraie alia plus sûre et plus de qualité. Eh bien voilà, il y a de bonnes nouvelles en tout cas donc autour de Yerushalayim, même en cette journée de deuil national, journée de la perte de la souveraineté du Ham Israël sur la terre d'Israël avec la destruction le Khurban du Beth Amikdash. On a trouvé un moyen de se consoler d'une certaine manière à travers la construction de Jérusalem telle que vous nous l'avez décrite. Merci pour tous ces détails, Rav Shmuel Marciano, merci d'être venu dans notre studio. Avec plaisir. Et qu'on se console avec la reconstruction de Jérusalem. Amen. Boker Tov, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem. Et ce matin, la première page et la manchette la plus impressionnante des quotidiens israéliens est celle du Israël Hayom. Le grand quotidien a choisi de nous tracer la carte des menaces qui s'amplifient au Moyen-Orient. Le Moyen-Orient brûle déjà, annonce le journal en manchette, et il nous montre les principaux foyers donc de ces incendies dans la région. Il y a bien sûr l'Iran qui subit depuis 2 semaines les bombardements américains. Il y a aussi le Koweït qui subit, lui, les tirs de missiles iraniens en direction de ses bases américaines. Idem pour le Bahreïn. La Jordanie, la voisine d'Israël à l'est, est elle aussi la cible des attaques des Iraniens. Et enfin le Yémen avec les Houthis qui renouvellent leur menace de bloquer l'accès à la mer Rouge. En sous-titre, le Israël Hayom souligne que les États-Unis et l'Iran durcissent actuellement le ton et les menaces qu'ils s'adressent mutuellement. Le Yediot Aharonot mentionne cette tension entre l'Iran et les États-Unis et parle d'une tension record. Le journal affirme qu'au Moyen-Orient et en Israël en particulier, on se prépare à une nouvelle dégradation de la situation. Les Américains ont prévenu Israël de leur intention d'intensifier les bombardements en Iran, et le Yediot Aharonot cite des responsables américains qui annoncent le retour de bombardiers lourds dans la confrontation. Et puis il y a dans la presse et les médias israéliens un suivi de l'information révélée hier sur un accord entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite sur la vente d'un programme nucléaire civil à Riyad, un accord qui a donc été confirmé la nuit dernière. Le Yediot Aharonot affirme que les membres du cabinet restreint pour la sécurité nationale ont été stupéfaits d'apprendre cette information. Ron Ben Ishai, le célèbre commentateur militaire, s'inquiète de l'absence de coordination entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou sur ce dossier. Le Israël Hayom est sans équivoque
équivoque, ce cadeau des Américains à l'Arabie Saoudite est un cadeau qui marque un sérieux danger pour l'État d'Israël et qui représente un sérieux danger pour l'État d'Israël. C'est Yoav Limor qui le dit dans son analyse. Il est le correspondant militaire du Israël Hayom. Pourquoi un tel danger ? Parce que ce programme nucléaire civil risque de tomber entre les mains d'un régime problématique. Cela pourrait entraîner d'autres pays du Moyen-Orient à se doter de ce même potentiel. Limor constate que si l'annonce se confirme, ce qui a donc été fait, Israël risque de rester sans contrepartie politique de la part des États-Unis. Les observateurs rappellent d'ailleurs que lorsqu'il avait été question d'un tel programme nucléaire civil pour les Saoudiens, eh bien c'était dans le cadre d'une normalisation entre Israël et l'Arabie Saoudite, une normalisation qui n'est plus au programme. Ariel Kahana, lui, semble moins préoccupé que Yoav Limor, puisque dans la même page, il affirme qu'on est encore loin à Washington de valider un tel accord. Une validation qui devrait intervenir au Congrès. Selon ces sources américaines, il n'est pas du tout question de vendre une centrale nucléaire aux Saoudiens. En tout cas, c'est ce que l'on dit dans les couloirs du Congrès. Et ce matin, comme il le fait au cours des derniers jours, le Yediot Aharonot dresse un bilan sur l'un des ministres du gouvernement sortant de Binyamin Netanyahou. Il s'agit aujourd'hui, ce matin, d'un des ministres les plus dominants du gouvernement, le ministre de la Justice Yariv Levin, le père de la réforme judiciaire. Cette réforme qu'il rêvait de mettre en application n'a pas été complétée, mais elle a pris son envol au cours des dernières semaines. Le Yediot souligne que la fracture interne en Israël s'est approfondie autour de cette initiative controversée du ministre Yariv Levin. Et puis il y a eu son attitude envers la Cour suprême, une attitude relativement hostile, et son refus de reconnaître la présidence du juge Yitzhak Amit, ce qui a empêché la nomination de nouveaux juges au sein de la Cour suprême. Quand Thomas arrive dans la page d'ouverture de son site, il se fait l'écho de la colère des orthodoxes qui sont en train de sous-entendre de plus en plus clairement à Binyamin Netanyahou qu'il s'apprête à quitter son fameux bloc. Il s'agit en particulier des orthodoxes ashkénazes du parti du judaïsme de la Torah qui se disent déçus par l'incapacité du Premier ministre à faire passer la loi sur l'enrôlement. Et les orthodoxes ashkénazes expliquent au Maariv qu'ils iront, après les prochaines élections, vers ceux qui leur proposeront un arrangement sur ce dossier, qu'ils soient de gauche, de centre ou de droite. Ils envisagent même une alliance avec Gadi Eisenkot et cela se fait alors qu'Aryeh Deri et le parti Chasse continuent d'œuvrer pour le maintien du bloc de droite. Les journaux de ce matin rendent hommage à celui qui était surnommé Monsieur Télévision, Chaim Yavin, qui s'est éteint hier à l'âge de 93 ans. Et le Yediot Aharonot a même choisi de consacrer sa manchette à sa disparition. C'est la fin des informations, annonce le journal avec cette formule célèbre en hébreu, Sof Hachadashot, qui marque la fin des flashs d'informations. Le journal rappelle que Chaim Yavin a été pendant plusieurs décennies le seul et unique visage d'un présentateur de journal télévisé que les Israéliens connaissaient. C'était l'époque où il n'y avait qu'une seule chaîne et qu'un seul journal télévisé à 21h présenté chaque soir donc par Chaim Yavin. Les journaux et les sites d'information rappellent bien sûr sa célèbre phrase choc lors de la publication des résultats des élections qui avait vu la victoire de la droite en 1977, Ma'apar, retournement. Et c'est aussi Chaim Yavin qui a annoncé aux Israéliens en état de choc la mort d'Yitzhak Rabin. Et puis on peut lire ce matin dans la presse israélienne et dans les sites d'information des éditoriaux autour de Tisha B'Av et de sa signification dans la réalité israélienne actuelle. Dans la page éditoriale du Yediot Aharonot, le Rav Shai Piron, ex-ministre de l'Éducation, rappelle que le livre de Echad et Lamentations de Jérémie que l'on lit à Tisha B'Av dans les synagogues n'est pas un livre de deuil mais bien un livre d'avertissement, de mise en garde. Et il écrit beaucoup d'Israéliens ressentent les dangers qui planent sur le pays à l'approche des élections. Ces Israéliens ont compris l'enseignement du prophète Jérémie et ils mettent en garde afin que ce qui s'est passé il y a 2500 ans ne se reproduise pas. Dror Idar dans le Israël Hayom écrit ce matin Tisha B'Av nous rappelle que la destruction du temple s'est produite à cause de l'effritement de la morale et de la société juive. Notre responsabilité aujourd'hui est de savoir rétablir un dialogue de respect et d'insister sur la solidarité sociale afin de transformer les veilleuses du souvenir en flambeaux qui éclaireront à nouveau Jérusalem. Et enfin, le Rav Moni Endar dans le Israël Hayom affirme que l'heure est venue de réapprendre à nous aimer et à nous respecter et à respecter les avis différents du nôtre. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Mon père, croyez-vous que le moment est bien choisi pour plaisanter ? Après avoir connu son âge d'or, le judaïsme de la péninsule ibérique basculait désormais dans un enfer sans nom pour les maranes qui continuaient de s'y trouver.
Au XVIIe siècle, dans le nord de l'Espagne, vivait un certain Balthazar Lopez, maître dans le travail du cuir. Il façonnait pour l'aristocratie espagnole des selles de chevaux, des sacs et des sacoches d'une finesse exceptionnelle. Sa réputation lui assurait une existence prospère. Pourtant, cette réussite matérielle ne parvenait pas à étouffer une douleur intime. Comme tant d'autres, il avait été contraint d'embrasser le christianisme, vivant déchiré par le poids d'une double identité. Chrétien en apparence, mais fidèle au judaïsme dans le secret de son cœur. Après des années de cette existence oppressante, il décida de tout quitter. Traversant la frontière, il se réfugia en France, à Bayonne, où il pouvait enfin abandonner le masque du nouveau chrétien et revenir ouvertement à la foi de ses ancêtres. Une nouvelle vie s'offrait à lui, libre et sereine. Mais le destin le rattrapa brutalement lorsqu'il apprit qu'un de ses neveux était traqué par l'Inquisition et cherchait désespérément un moyen de s'enfuir. Écoutant son courage plutôt que la prudence, Balthazar commit l'irréparable et retourna en Espagne. C'était sans compter sur le réseau de surveillance du Saint-Office. Repéré très vite par les mouchards de l'Inquisition, il fut arrêté et jugé en compagnie de 37 autres suspects. Au terme d'un procès où la machine inquisitoriale ne lui laissa aucune chance, la sentence tomba, le châtiment suprême, celui d'être brûlé vif en place publique. Les archives de l'Inquisition avaient consigné les moindres détails de ces derniers instants, révélant la tension dramatique et la force morale dont ce condamné fit preuve face à ses bourreaux. Le code de l'Inquisition prévoyait une ultime miséricorde. Si le coupable acceptait d'embrasser le crucifix avant l'exécution, on lui accordait le privilège d'être étranglé avant que les flammes ne l'atteignent, lui évitant ainsi la terrible agonie du feu. Juste avant lui, 2 malheureux venaient d'être exécutés de la sorte. Témoin de la scène, Balthazar Lopez observa le travail du bourreau, un certain Pedro. C'était alors avec une superbe et une audace extraordinaire qu'il s'adressa directement à lui. « Pedro, si je te savais tellement maladroit, alors j'aurais préféré demander à mourir brûlé vif. » Alors que les juges assistaient à cette provocation inouïe, un prêtre se rapprocha de lui, lui tendant un petit crucifix. Il lui demanda de l'embrasser. Balthazar Lopez le regarda, et ses ultimes paroles restèrent gravées à jamais dans les annales de notre histoire. « Mon père, croyez-vous que le moment soit bien choisi pour plaisanter ? Pour l'historien Cécile Roth, il s'agit là d'un humour macabre. J'ose penser que le très respectable historien se trompe. Balthazar Lopez ne cherchait pas à faire de l'esprit. Il écrasait de son mépris la médiocrité crasse de ce tribunal de lâches, en opposant une audace absolue à la mesquinerie de ces tortionnaires. Il transformait l'appareil inquisitorial en un spectacle grotesque, renvoyant les prêtres et ses juges à leur propre insignifiance. Ce n'était plus de l'ironie. C'était le plus fantastique qui d'où Hachem, un cri de guerre spirituel où le martyr debout, face au néant de ses bourreaux, refusait de mendier une once de clémence à des êtres tellement méprisables. À l'instant où le feu dévorait son corps de chair, l'âme de Balthazar Lopez s'élançait intacte et victorieuse vers les cieux d'une clarté absolue. Là, au sommet de la demeure céleste, réservée aux géants qui avaient sanctifié le nom, un vieillard attendait. Ses chairs, jadis lacérées par des peignes de fer, attendaient sans un mot. Il s'avançait maintenant pour serrer Balthazar Lopez dans ses bras, l'accueillant pour l'éternité au panthéon des âmes insoumises.
Eh bien, nous avons l'occasion d'être en ligne ce matin, en cette journée de Tisha B'Av, avec David Saada. David, bonjour, shalom. Shalom. Merci d'être avec nous également dans cette heure d'actualité un peu particulière, consacrée donc, bien entendu, à Tisha B'Av. Nous avons entendu parler l'adjoint au maire de Jérusalem qui nous parlait de la reconstruction de Jérusalem comme forme de consolation de cette destruction qui est intervenue il y a plus de 1940 ans. Je voudrais avec vous que l'on revienne sur un point parce qu'on va essayer de faire un lien. Et là, le lien, il est tout à fait direct, comme on le fait d'habitude le jeudi, entre l'actualité et la paracha. Et là, d'une certaine manière, la paracha de la semaine, elle est tout à fait exceptionnelle parce que peut-être que tous nos auditeurs ne le savent pas, mais la paracha que l'on a lue ce matin dans les synagogues au plus profond du deuil national de Tisha B'Av, Kitolit Banim Uvne Banim, eh bien c'est la même paracha que l'on va relire dans le Shabbat Nachamu, le Shabbat de la consolation, dans la paracha de Vaetranan. Les deux parachutes, c'est la même paracha qui est dans Vaetranan. Une fois on l'a dit dans la douleur et une autre fois on l'a dit dans la consolation. C'est déjà en soi un symbole, mais cette paracha, elle a un contenu tout à fait particulier, n'est-ce pas? Oui, elle a un contenu absolument exceptionnel parce que Moshe annonce ici que l'installation en Eretz Israël ne peut pas se faire, je dirais, comme n'importe quelle installation sur une terre. Elle doit être accompagnée d'une très forte conscience de la raison pour laquelle on est sur cette terre. Le terme à un moment, vous avez cité le verset, quand vous aurez des fils et des petits-enfants, des noshamtem, c'est-à-dire que vous vieillirez, comme on l'a dit en discutant entre nous, ça veut dire que vous allez vous appesantir, c'est-à-dire que vous allez un peu oublier les raisons pour lesquelles vous êtes sur cette terre. Alors à ce moment-là, il y a des risques. Il y a des risques que vous allez perdre le contact avec cette terre, c'est la notion d'exil qui est évoquée ici. Donc ça, c'est un premier rapprochement, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs les Chachamim ont choisi ce texte de la paracha Vaetranan pour être lu le jour de Tisha B'Av. Alors, il y a effectivement... C'est-à-dire, le message de Moshe Rabbeinu, il est très clair. C'est attention, c'est-à-dire, lorsque vous allez conquérir la terre d'Israël, le danger, il n'est pas dans la première génération, pas dans la deuxième génération, mais il est dans la troisième génération, celle qui aura reçu la terre d'Israël, on va dire presque gratuitement, sans savoir exactement ce que les parents ou les grands-parents ont vécu pour la conquérir. Absolument, c'est exactement ce qui est dit là. Il y a la nécessité de garder une conscience aiguë, de génération en génération, de la nécessité, de la raison pour laquelle nous nous trouvons sur la terre d'Israël, c'est-à-dire, en fait, dans la Torah, les choses sont très très claires. C'est de réaliser notre vocation de peuple juif appliquant la Torah sur la terre d'Israël. C'est ce que veut dire M. Rabbeinu, naturellement. Mais moi, je voudrais relever encore un élément, justement, dans ces quelques versets. C'est que Moshe annonce que, dans le cas où on oublierait la raison pour laquelle on est sur la terre d'Israël, il y a un risque d'exil. Il annonce, d'ailleurs, les exils, mais il annonce du même coup, Be'acharit hayamim, à la fin des jours, le retour d'Israël. C'est-à-dire que ces exils ne sont pas des errances sans fin. Il y a un moment où les exils prendront fin, et donc il y a dans ce, comme vous l'avez dit, dans ces quelques versets, non seulement de la tristesse à cause des exils, mais aussi l'espoir et même la certitude du retour. Et je dirais, puis pour accorder ça à l'actualité, alors qu'on nous accuse, on accuse Israël d'être une entreprise coloniale montée au XIXe siècle, là, de manière très très claire, nous voyons que la présence d'Israël sur cette terre est annoncée avec les exils et avec le retour. C'est-à-dire qu'il y a là avec une très très grande clarté, le fait que le retour des enfants d'Israël sur leur terre était annoncé il y a 3000 ans. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, de la même manière, on pourrait dire que
On connaît cette anecdote, cette histoire qui rappelle de Rabbi Akiva qui vient avec les autres Chachamim sur le mont des Oliviers, oui. Le Har Hazetim, et qui voit le temple détruit et les Chachamim pleurent et Rabbi Akiva rigole ou sourit et oui. Ils lui disent pourquoi tu souris. Ils disent de la même manière que la prophétie de la destruction s'est concrétisée, la prophétie de la reconstruction se concrétisera. C'est aussi ce message que l'on peut faire passer. Tout à fait, c'est exactement ce message, effectivement, que cette Agada du Talmud rapporte avec les paroles de Rabbi Akiva. Et c'est, je dirais, le cœur même de Tisha B'Av, à savoir l'évocation des catastrophes, l'évocation d'une journée de deuil. Mais au cœur même de cette journée de deuil, eh bien, il y a la certitude de la résurrection. Il y a la certitude de la résurrection, mais le message d'origine, celui qui est formulé dans la paracha de Kitolid Banim Uvnei Banim, il reste éternel. C'est-à-dire que il faut conserver, il faut savoir pourquoi on est là, c'est ça? Absolument. Ce message-là, en tout cas, en effet, doit rester tel quel. C'est-à-dire, il est extrêmement important de conserver la raison pour laquelle le peuple d'Israël est sur cette terre. Ça n'est pas, je dirais, une terre quelconque, quand on dit que c'est simplement une terre de refuge pour les Juifs. Non, c'est la terre d'Israël, c'est la terre du peuple juif depuis 3500 ans. Et David, dans cette paracha, il y a aussi un enseignement qui est très marquant aussi et qui est bien entendu plus actuel que jamais. C'est le sentiment de responsabilité collective que l'on peut avoir, que l'on doit avoir dans ce genre face à cette situation, face à un drame tel que celui de la destruction du temple ou de la perte de la souveraineté. La catastrophe de la destruction du temple était absolument terrible. C'était le cœur même de la vie du peuple d'Israël. Alors, les historiens font beaucoup d'analyses sur qui étaient les responsables, mais nos Chachamim ont choisi une autre voie. Et ils ont eu absolument raison. Ils n'ont pas cherché à désigner des coupables. Ils ont considéré qu'il y avait là une culpabilité collective à tous les niveaux et qu'il fallait réparer cette catastrophe à un niveau d'union, à un niveau collectif. C'est pour ça qu'ils ont instauré ce rituel de deuil de tout le peuple d'Israël pour pleurer la destruction du temple et pour espérer le retour. Il n'y a pas de trace dans l'enseignement de nos sages à propos de ces catastrophes d'accusation. Et c'est là où je voudrais faire le lien avec ce qui se passe aujourd'hui, le 7 octobre, une catastrophe de très grande ampleur, très très grande ampleur. Et je pense que on a tort de vouloir à tout prix désigner des coupables. Je pense qu'il y a à tous les niveaux une culpabilité, y compris, je dirais, au niveau du peuple. Je dirais le désir de paix du peuple d'Israël s'est trouvé trompé par la ruse de ses ennemis. Le peuple d'Israël a cru que eux aussi voulaient la paix, que le Hamas lui-même voulait la paix. Tout le monde a marché dans cette illusion. Et donc, il y a une responsabilité collective, et je crois que c'est dans cette responsabilité collective qu'on peut retrouver l'union et faire une réparation collective. Si on s'enferre dans les accusations, je pense que on va rentrer dans de plus grandes difficultés intérieures encore. Voilà. Mais vous nous invitez. Je pense qu'il y a un lien très fort avec l'actualité. Oui, effectivement, vous nous invitez à avoir cette démarche que les Chachamim ont eue, même s'il y avait à l'époque donc qui a précédé la destruction du temple, il y avait des guerres intestines, des guerres on va dire fratricides. Il y a eu après les Chachamim n'ont pas cherché à savoir qui était le responsable, c'est-à-dire que d'une certaine manière face à Akadosh Baruch Hu, eh bien le Ham Israël ancien ensemble était responsable et il devait lui-même procéder à son introspection.
quel qu'il soit, que ce soit, on va dire, les zélotes qui ont peut-être fait brûler les comment on appelle ça, les hangars de blé de Jérusalem, ou alors ceux qui étaient plus favorables à une conciliation avec l'occupant romain. Tout le monde. D'ailleurs, la cause qui est donnée par Hamil, qui implique cette notion de responsabilité collective, vous la connaissez, tout le monde la connaît, c'est sinatrinam. C'est la haine gratuite. Et la haine gratuite, elle est diffuse, elle est considérée comme étant diffuse dans tout le peuple, et la réparation doit se faire sur la haine gratuite. Et aujourd'hui, on doit passer justement de la cause qui est la destruction des temples à une vision de Ahavat Inam, avec une réparation qui ne peut être qu'une réparation collective. Moi, je pense que la voie de la désignation des coupables est une erreur profonde. Oui, on le comprend. Et effectivement, c'est plus d'actualité que jamais. On le comprendra bien entendu en perspective de ces élections, en perspective de ceux qui voudraient mettre sur le banc des accusés telle ou telle formation politique, tel ou tel responsable politique. Effectivement, l'enseignement de nos sages en cette journée de Tisha B'Av, c'est de faire en sorte que l'on procède tous ensemble à un examen de conscience et que l'on en tire les conséquences pour que cela ne se reproduise plus jamais. Merci beaucoup, David, de nous avoir livré ce double enseignement, à la fois sur la nécessité pour chacun d'entre nous de bien comprendre pourquoi nous sommes sur cette terre et de comprendre les risques qui pourraient découler d'une perte de notre identité et de notre lien avec la terre d'Israël, et donc l'enseignement de savoir que tout le monde est responsable lorsqu'il s'agit d'une telle catastrophe comme la destruction du temple, d'une catastrophe telle que le 7 octobre, qu'il n'y a pas un coupable, mais que c'est tout le peuple qui a d'une certaine manière une forme de responsabilité. Merci beaucoup, David, d'avoir été avec nous. Merci à vous.